Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'excellence avec moi, Véronica Marquez d'Aristeo, Groupe Conseil. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, à chaque épisode, on s'entretient avec des spécialistes qui amènent des notions différentes ou des notions complémentaires sur l'excellence opérationnelle dans les organisations. On a parlé beaucoup de stratégie, d'innovation, de développement durable. On a parlé de beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur de l'organisation, mais on n'a pas encore parlé du client, qui est quand même une composante importante pour nous dans les organisations. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Tano-Lawson, qui est une experte en expérience client, et elle vient donc nous parler de l'approche d'expérience client. Bienvenue, Julie. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Donc, on recommence. Enfin, on a déjà fait un podcast dans le passé ensemble sur ton podcast à toi. Donc là, Oui. on inverse un peu les rôles. Pour commencer, Julie, avant de commencer, pour les gens qui sont avec nous, je vous invite à rentrer vos commentaires. Je vois déjà Lynn qui est prête. Bonjour Lynn, super contente de t'avoir avec nous encore aujourd'hui. Donc, je vous invite à utiliser le chat sur LinkedIn pour nous envoyer vos questions, vos commentaires, vos interrogations, différentes choses là, que vous pouvez nous faire parvenir. On ne peut pas vous répondre directement sur le chat, mais on va vous répondre de vive voix. Alors, je vous invite à le faire, même si vous pouvez nous marquer où vous êtes. Ça va nous donner une idée de l'écoute. Elle est propagée dans quelle région. Alors, merci d'être là. On attend vos commentaires sur le chat. Alors, Julie, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'expérience client? Je dis tout le temps aux gens, c'est mon égoïsme. Oui, dans le sens où j'aime ça, en fait, faire plaisir, parce que j'aime recevoir les « Oh, c'est gentil, oh, c'est bien, merci beaucoup, vous m'avez aidé ». En fait, cette reconnaissance-là, c'est quelque chose qui m'anime et dont je me nourris. Et donc, c'est de là qu'est parti mon désir de satisfaire. Et puis, évidemment, dans le cadre de mon travail, je dirigeais un centre d'appel. Et puis, évidemment, un centre d'appel, qu'est-ce qu'on fait? On prend les appels des clients. Donc, de fil en aiguille, je suis passée de directrice centre d'appel à m'intéresser à vouloir aller un peu plus en profondeur. Parce qu'en centre d'appel, on est plus en mode réaction. Moi, je voulais plus aller en mode proactivité. Donc, de plus en plus, j'ai fouillé pour aller chercher cette proactivité-là. Et puis, donc, je me suis rendu compte que, mon Dieu, j'aime ça, faire de l'expérience client. J'aime pouvoir anticiper, j'aime pouvoir faciliter, en fait, la vie du client et des gens autour de moi. Puis, vouloir le faire dans un canevas, dans une entreprise, c'était pas assez. Je me suis dit, donc, pourquoi ne pas offrir mon expertise à plus d'entreprises et donc pouvoir le faire selon mon goût, selon mon choix, avec des entreprises qui ont réellement envie de le faire aussi. C'est la clé du succès, hein? On ne peut pas le forcer à personne. La même chose de mon côté, on ne peut pas le forcer à personne, mais les gens qui veulent vraiment le développer, qui veulent l'amener dans leur organisation, là, on est là pour collaborer, mais s'il n'y a pas d'intérêt, on ne peut pas vraiment le forcer. Dans le vide, ouais. Alors, disons, tu m'en parlais un peu de ton expérience, mais explique-nous, qu'est-ce que c'est, quand on dit expérience client, on parle de quoi exactement? Alors, l'expérience client, c'est d'abord la somme de toutes les interactions qu'un prospect, un client potentiel, un client existant va vivre dans son interaction avec une entreprise. Donc, la somme de toutes ces interactions-là va définir sa perception, la perception qu'il a de l'entreprise. Donc, c'est la notion de base, c'est qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, comment il perçoit l'entreprise. Après ça, on en fait une discipline. Okay? Et cette discipline-là, ce qui est fait, c'est qu'elle décide, donc c'est un choix de vouloir comprendre, de connaître les clients de l'entreprise pour pouvoir en faire un atout pour l'entreprise, donc pour pouvoir avoir un impact réel, aussi bien sur les coûts que les revenus de l'entreprise. Donc, l'idée première, c'est de connaître sa clientèle, d'établir cette relation, en fait. Donc, c'est quasiment un mariage, en fait, un mariage entre les clients et les entreprises. Donc, comprendre l'autre pour pouvoir mieux le satisfaire. Parce qu'on s'entend, un client qui est satisfait, il n'a aucune raison d'aller ailleurs. Donc, il reste avec nous, il parle de nous et la relation est pérenne. Est-ce que l'expérience client, elle est réelle ou possible autant dans les entreprises de services que dans les entreprises manufacturières? Toute entreprise qui a des clients peut faire de la relation client. Elle peut faire de l'expérience client parce que l'idée, c'est d'améliorer la relation qu'on a avec notre clientèle. Et là, on parle de clientèle,
mais on fait de l'expérience citoyenne, on fait de l'expérience patient. Donc, en fait, c'est de pouvoir, chaque organisation qui entre en relation avec des individus peut créer cette expérience-là pour la rendre beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile pour les personnes de l'autre côté. D'accord. Donc, j'aime le fait que tu as ajouté l'expérience patient, l'expérience citoyen. Donc, on comprend par ça que ça ne s'applique pas seulement dans les entreprises privées. Ça peut s'appliquer dans n'importe quelle organisation publique, les municipalités, les gouvernements, mais aussi dans les OBNL à ce moment-là. Absolument. Mais vraiment un peu partout. Parce que l'idée, c'est de faciliter la vie de notre interlocuteur. Okay? Puis de permettre que, par exemple, pour les villes, c'est plus intéressant, c'est plus facile d'ailleurs, quand il y a moins de résistance au niveau des citoyens, quand les citoyens comprennent ce qui se passe. Donc, il y a plus de volonté de participer à la vie de la citoyenne, de la communauté et tout ça. Donc, il y a toujours un impact positif de pouvoir créer cette relation qui est facile et qui est intéressante. Super. Maintenant, avec qu'est-ce que toi tu fais dans les entreprises? Je sais que tu travailles beaucoup à l'international, tu ne travailles pas seulement que dans la région de Montréal et au Québec, mais qu'est-ce que tu vois? Quels sont les besoins dans les organisations aujourd'hui par rapport à l'expérience client? Alors, je dirais que le premier besoin, c'est la compréhension de ce que c'est. Parce que partout où je parle d'expérience client, de façon systématique, on voit juste du service à la clientèle. Oui. J'allais te poser la question, puis je l'ai oublié, mais merci de le ramener. Non, mais c'est parce que c'est vraiment systématique. Et ben là, je me concentre un peu plus sur les zones francophones, parce que c'est celle-là sur lesquelles je focus présentement dans les différents marchés. Le service à la clientèle, je dirais que c'est la fille de l'expérience client. C'est comme ça que je la définis. Okay, l'expérience client, c'est la mère, puis le service à la clientèle, c'est la fille. Au service à la clientèle, on réagit à ce que le client dit. Donc, on est vraiment en mode, OK, il s'est passé une situation, comment je l'arrange? Si le client vient vers moi pour telle situation, comment je réagis? Alors qu'avec l'expérience client, c'est de se dire, avant que le client en arrive là, comment je peux faire pour que ça n'arrive pas? En fait, plus on fait de l'expérience client, moins on devrait faire du service à la clientèle de réaction. OK. Mais est-ce que c'est vrai, mais dans une compagnie, Julie, où l'équipe de service à la clientèle est là pour prendre des commandes, parce que ça doit exister encore, là, des prises de commandes par téléphone. Est-ce qu'à ce moment-là, tu considères que l'équipe de service à la clientèle est quand même réactif? Alors, ce qui en ferait une équipe réactive, c'est qu'elle passe son temps, par exemple, à répondre aux mêmes questions chaque fois au client. Comment je passe ma commande? Comment est-ce que je fais pour savoir où se trouve ma commande? Alors, tout ça sont des éléments qu'on peut réparer en amont, donc de façon systématique. Donc, ce type d'appel-là, je dirais, si on continue de les recevoir, on est en train de faire juste du service à la clientèle. Il faut travailler pour anticiper. On reçoit plein de questions sur ce problème X, mais évitons que les clients appellent pour ce type de questions-là. On met en place un système pour leur permettre de savoir comment avoir accès à leurs commandes, etc., etc. Donc, je ne dis pas que le service à la clientèle devrait être inexistant, mais je dis qu'il devrait être de moins en moins réactif si on fait de l'expérience client. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, tu disais, premier élément, compréhension, augmenter la compréhension de qu'est-ce que c'est que le service, que l'expérience client. Est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau des besoins? Oui, alors comprendre les clients. Je sais que toutes les entreprises font des sondages, toutes les entreprises disent que le client est important pour elles, mais en tant que client, toi et moi, est-ce que c'est ce qu'on vit? Est-ce qu'on se dit que tous les sondages qu'on reçoit sont pertinents? Est-ce qu'on se dit que quand on fait une remarque à une entreprise, elle en tient compte? Est-ce qu'on se dit qu'on est important pour les entreprises avec lesquelles on interagit? Enfin, moi, c'est très difficile, je ne peux même pas te dire pour quelle entreprise je trouve que je suis importante. Est-ce que toi, tu en as une qui, quand tu y penses de facto, tu te dis, ah ben oui, cette entreprise-là, pour elle, je suis importante. C'est difficile de se faire cette remarque-là en tant que client. Donc, bien que les entreprises le disent, elles ont beaucoup de difficultés à comprendre. Donc, ou elles mettent pas beaucoup d'emphase sur la compréhension des besoins et des attentes de leur clientèle. Et ça, c'est un très, très gros bémol. Parce qu'à la fin de la journée, c'est le client qui va finir par rapporter de l'argent à l'entreprise. C'est le client qui va parler de l'entreprise. Donc, en fait, on travaille, en tant qu'entreprise, on travaille beaucoup pour le client. Alors, aussi bien le faire bien dès le départ, plutôt que de devoir le faire qu'à un cas au fur et à mesure. Oui, mais
comme tu dis, si on reste dans le fur et à mesure, on demeure dans un mode très réactif. On n'est Exactement. pas du tout proactif. On ne peut pas anticiper les enjeux. On ne peut pas répondre aux questions avant même que les questions soient arrivées. Donc, on Ouais. ne peut pas offrir cette expérience-là qui va être plus bénéfique, même s'il y a un enjeu qui est négatif, mais l'expérience peut quand même être bénéfique. Totalement, ouais, et totalement parce que toutes les expériences. Alors, quand j'ai parlé de somme des interactions d'un client avec une entreprise, toutes les interactions ne seront pas positives. Okay? Il y en aura des positives, des moins bonnes, etc., etc. Mais c'est la capacité de créer ce lien pertinent-là qui fait que le client, quand l'interaction va être moins positive, va se dire, c'est pas grave, tu sais, ils ont l'habitude d'être bien, il y a sûrement quelque chose qui s'est passé. Donc, le niveau de tolérance de votre client va être beaucoup plus large quand on a une belle expérience de façon répétée dans l'entreprise, avec votre entreprise. Ouais. Tout à fait. Puis pendant que tu expliques tout ça, j'ai comme plein d'images dans ma tête de situations que je suis en train de vivre actuellement, de services, ben, on parle même pas d'expérience client, on parle de services pitoyables à la clientèle. Et j'essaie de faire le lien avec qu'est-ce que tu es en train d'expliquer. Et là, on parle d'une très grande organisation. Là, c'est pas une petite organisation sur le coin de la rue. Là, c'est une énorme organisation avec laquelle j'ai zéro service en ce moment. Pour des enjeux, comme je posais la question, c'est pas toujours des expériences bénéfiques, mais des enjeux difficiles et pour lesquels je n'ai pas de réponse. Et je sais que c'est une organisation qui promouvoit son expérience client. Et donc, est-ce que tu vois dans les besoins des organisations, est-ce que tu vois souvent cet écart-là de on le promouvoit, on le dit qu'on le fait, qu'on en fait très attention, mais dans la livraison elle-même du service, c'est complètement déconnecté du message officiel. Est-ce que tu vois ça souvent? C'est quasiment tout le temps. C'est quasiment tout le temps ça. C'est comme si le message marketing, c'est vraiment juste un message. C'est comme si on veut subliminer le client, lui dire on est bon en expérience client, mais que dans les faits, ça ne se reproduit pas. Parce que c'est bien beau. En fait, à la limite, ce que je dis aux entreprises, c'est arrêtez de dire que vous êtes super bon en service. Laissez vos clients le dire à votre place. T'sais. Parce que de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on prend très peu en considération ce que les entreprises disent elles-mêmes. On s'entend. Je veux dire, moi, tu me dis que tu es le meilleur sur le marché. Je vais aller googler un tout petit peu, poser des questions autour de moi. Puis quand les gens me diront que tu es le meilleur, je vais le croire. Okay? Donc, ils mettent beaucoup d'accent, les entreprises mettent beaucoup d'accent sur le dire et non sur le faire. Okay? Okay. Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas comment le faire? C'est une possibilité. Il y a aussi des entreprises. Alors, les grosses entreprises, je trouve, ont tendance à penser qu'il suffit juste d'injecter de l'argent, de mettre de l'innovation, de faire de la transformation digitale pour que tout d'un coup, on se retrouve en excellente expérience client. Ils vont pas juste vers la base, en fait. Le de base, c'est de savoir ce que le client veut. C'est quoi que le client vit? C'est quoi qu'il aimerait vivre? C'est quoi ses frustrations? C'est vraiment de base. On n'est pas obligé dès le départ là d'injecter des sommes faramineuses. Prenez la peine et le temps de l'écouter, le client. Et je trouve qu'il n'y a pas tant d'entreprises que ça qui mettent cet accent-là sur le j'écoute le client, je veux savoir ce qu'il dit, je comprends pour pouvoir améliorer. Okay? Même au niveau des sondages, je veux dire, mon Dieu, au nombre de sondages qu'on reçoit de façon systématique quand on fait un achat, on a une interaction avec une entreprise. Mais combien de ces entreprises, moi, j'écris tout souvent dans mes commentaires, je suis quasiment certaine que personne de votre entreprise ne m'appellera par rapport à ce sondage que je viens de faire. Puis, honnêtement, jusqu'à présent, j'en ai pas eu une qui m'a appelé. C'est pour dire à quel point, je veux dire, ils font des sondages, mais qu'est-ce qu'ils en font après? On ne sait pas, en fait. On ne sait pas en tant que client. Et puis, enfin, moi, je trouve ça un peu dramatique, en fait, dans la mesure où je peux être une entreprise grosse, OK, prospère pour le moment. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu ce cas là d'entreprise qui me dit oh ben nous ça va, nos clients, on a X nombre de nouveaux clients par jour, blablabla. Puis je leur demande ok mais combien de vos clients resteraient s'ils avaient la possibilité de s'en aller? Combien? Je veux dire, c'est là que se pose la question. Je veux dire, pour le moment, ça peut-être que vous avez un super gros, une super part de marché. Les gens se sentent contraints peut-être de rester avec vous, mais s'ils ont la possibilité de s'en aller, à quelle vitesse ils s'en iraient? Donc, il ne faut jamais forcément dormir sur ses lauriers en se disant, ben, nous, présentement, ça va et tout ça. Il faut prendre de façon constante. En fait, il faudrait que ça devienne un réflexe de toujours avoir envie de savoir ce que le client veut aussi. Puis, je vais m'aller un peu plus loin. Je parle beaucoup là quand je parle d'expérience client. Non, ça va.
Un autre truc aussi qui est comme pour moi logique, puis je ne comprends pas que les entreprises ne le fassent pas. Théoriquement, quand je comprends le besoin de mon client, quand je sais ce qu'il veut, c'est facile de lui proposer un produit ou un service dont il a besoin. On s'entend, c'est comme beaucoup plus logique. Mais souvent, on va avoir un produit et un service que l'entreprise a pensé, elle, puis là, elle va mettre beaucoup d'efforts en marketing pour dire au client, ça, c'est ce dont tu as besoin. C'est tellement plus risqué, il y a tellement plus de probabilité que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas le faire dans l'autre sens? Aller vers le client, comprendre ce qu'il veut, puis lui proposer quelque chose qu'il veut avoir. Ah, on ne t'entend plus. Oui, non, mon micro s'est déconnecté tout seul. Je suis de retour. Okay. Mais en fait, tu viens, avec l'exemple que tu viens de donner, on vient de raccourcir la mise en marché d'un produit ou d'un service parce qu'on a créé quelque chose qui est déjà demandé au lieu d'inventer quelque chose qui n'existe pas nécessairement, puis qu'on ne sait pas s'il va y avoir une demande ou pas, ou si ça va être bien perçu par le client ou pas. Ouais. C'est quand même intéressant. Mais c'est parce qu'on a les entreprises c'est les vieux réflexes. En fait, je pense que le gros problème, selon moi aussi, c'est cette capacité de changer, de s'adapter. C'est très, mon Dieu, c'est très difficile pour les humains, en tout cas de façon naturelle, de changer. Alors, même quand on explique, et puis tu vois, on le voit, ça a l'air logique, mais quand il faut le mettre en place, ça devient un peu plus compliqué parce que les vieux réflexes reviennent tout le temps. Donc, il faut avoir vraiment cette envie, ce désir fort de changer, en fait, de faire cette transformation-là pour que ça puisse rester dans les entreprises et que ça devienne un nouveau système, en fait, qu'on met en place. Mais d'autant plus que, avec comment tu expliques l'expérience client, c'est pas la responsabilité de seulement une équipe, c'est la responsabilité de l'organisation. Donc, faire cette transformation-là demande aussi un alignement au niveau de l'organisation, une vision commune pour dire voici le type d'expérience qu'on veut livrer à notre clientèle. Et c'est pas juste à un département de le livrer, mais c'est vraiment toutes les interactions. Donc, c'est tout ce qui se passe pour que le client sente l'expérience. En manufacturier, c'est peut-être un peu plus simple dans la mesure où la production, elle est isolée de la clientèle. Donc, c'est vraiment les équipes qui sont devant la clientèle qui vont avoir un peu plus de contrôle, si on veut, sur l'expérience client. Mais dans le milieu du service, la personne qui livre le service à la clientèle dépend de toutes les étapes derrière elle. Donc, si les gens derrière elle ne sont pas conscientisés à l'expérience client, la personne devant ne peut pas l'offrir non plus. Totalement. Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que l'expérience client, c'est d'abord une fonction stratégique et transversale. C'est d'abord une fonction stratégique et transversale. Je le dis 2 fois parce que faut que ça rentre bien dans la tête. Parce que, oui, le service à la clientèle, là, comme on le dit, là, c'est d'abord je veux dire, il n'y a pas de grande décision qui est prise au service à la clientèle. C'est plus de l'exécution. Okay? Si un client appelle et puis qu'il a tel souci, voici comment vous devez réagir. Quand on fait un abonnement, voici les étapes qu'il faut suivre. Donc, c'est vraiment du rendu. Ceux qui décident ce qui va se passer au service à la clientèle, ce sont les gens qui sont dans le back-office, tous les autres départements. Donc, c'est eux qui mettent en place les process. Et c'est là qu'on doit faire l'expérience client, parce que c'est au niveau des process que parfois il y a le couac. Okay? Donc, si on crée évidemment, comme tu dis, cette culture où on veut mettre le client au centre de l'entreprise, on veut que chaque fois, chacun des individus dans le back-office se pose la question, est-ce que ce que je vais faire va avoir un impact sur le client? Est-ce que cet impact-là, il va être positif ou négatif? Si c'est négatif, on devrait peut-être se rasseoir pour savoir comment on peut arranger les choses. Mais si ça se fait en arrière, en amont, c'est pour ça que je dis, quand on travaille bien l'expérience client, le service à la clientèle, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. Mais c'est vraiment dans le back-office que le plus gros du travail se fait, effectivement. Mais en fait, en t'écoutant aussi, je réalise que ça va beaucoup plus loin que le service ou le produit qu'on livre. Parce que comprendre le besoin du client et les attentes du client peut aussi guider notre propre stratégie. L'exemple plus simple peut-être à partager, c'est une grande part de la clientèle aujourd'hui s'attend que les entreprises soient responsables, tant au niveau social qu'économique, que de gouvernance et d'environnement. Donc, si notre clientèle s'attend à ce niveau-là de responsabilité, même si ça ne fait pas partie nécessairement directement du service ou du produit qu'on livre, ou dans certains cas, oui, ça peut en faire partie, mais
notre clientèle s'attend à ce qu'on ait des choses en place pour livrer autant un service de qualité, mais un service qui est éco-responsable, qui est soucieux de l'environnement, qui est soucieux de l'économie, qui est soucieux de la gouvernance et de la société. Donc, ça va plus loin que juste le produit et le service, mais sinon, le comment on le fait aussi peut être intégré dans l'expérience client. Totalement, totalement. C'est vraiment… Alors, quand je parle de la perception du client par rapport à l'entreprise, c'est pas juste par rapport au produit ou au service. C'est vraiment par rapport à l'entreprise. Donc, effectivement, quand j'écoute mon client, je peux savoir exactement quel engagement est important pour lui par rapport à notre entreprise. Et tu sais, je veux dire, il y a des entreprises qui se sont fait brûler les ailes parce qu'elles clamaient leur engagement sociétal qui n'était pas dans les faits une réalité. Mais il y a des clients qui vont partir parce que justement, ce que vous dites n'est pas ce que vous faites, alors que moi, je suis avec vous parce que je considère que cette valeur-là est importante pour moi. Donc, oui, il y a le produit et le service, mais il y a aussi toutes les valeurs que le client va avoir en tant qu'individu, puis qu'il va vouloir se voir refléter dans l'entreprise avec laquelle il s'engage. Donc, quand on écoute, on peut savoir c'est quoi les engagements qui sont pertinents pour nos clients, jusqu'à quel point c'est important aussi. Je veux dire, il y a des produits et services pour lesquels, oui, les clients, c'est important, par exemple le RSE, mais à un certain degré. Mais il y en a d'autres où, pour eux, c'est comme ça. Donc, il faut savoir aussi le degré d'importance que ça a pour votre clientèle pour pouvoir savoir justement comment le juguler à l'interne. D'accord. Est-ce que tu peux nous partager, Julie, des exemples concrets d'expériences que tu as vécues avec les organisations qui ont mis en place l'expérience client et les résultats qu'ils ont pu aller chercher avec ça? Sans nommer, bien entendu. J'ai pas compris. Sans nommer les entreprises. Oui, non, justement, j'allais pas les nommer. Je n'allais pas les nommer. Mais alors, j'ai une entreprise à l'international avec qui on a travaillé sur… alors, quand on a commencé le projet, on part du fait que zone francophone, OK, par défaut, les comités de direction, les comités exécutifs ne considèrent pas que l'expérience client, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, c'est le service à la clientèle. Donc, on avait quelqu'un qui avait été nommé responsable expérience client, mais qui pédalait comme ça se peut pas parce que c'était tout ce que la personne faisait ou voulait faire n'était pas du tout écouté. En fait, ça avait personne ne l'écoutait au niveau du comité de direction par rapport aux actifs ou aux actions qu'elle voulait mettre en place. Et alors ça, c'est un autre truc aussi, que je fais une petite parenthèse, c'est que les personnes qui font de l'expérience client ont tendance à aller tout de suite vers du B2C, à aller tout de suite vers ce qui est visible tout de suite, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce que les clients aiment, etc., etc. Mais il faut pas oublier que c'est une discipline qui a aussi qui doit avoir un impact sur les coûts et les revenus de l'entreprise. Donc, il est extrêmement important que notre stratégie expérience client, quand on la met en place, elle s'accorde avec la stratégie de l'entreprise. Okay? Oui, exactement. Donc, on s'est rendu compte, alors, je faisais de l'accompagnement, en fait, pour cette personne-là, de l'accompagnement de cadre, et je me suis rendu compte qu'en fait, tous les projets qui étaient mis en place pour l'expérience client étaient intéressants, oui, mais pour le comité de direction qui avait un focus bien particulier pour un certain type de clientèle, c'était un peu comme pour eux de l'argent jeté par les fenêtres parce que de toute façon, pour eux, l'expérience client, c'est un trou à absorber de l'argent. Alors, ce qu'on a fait, c'est que on a rencontré ensemble le comité de direction pour, premièrement, expliquer c'était quoi l'expérience client. Ensuite, on a défini une nouvelle stratégie, en fait, qui s'alignait sur la clientèle qui était principale, qui était la plus importante, en fait, pour l'entreprise à ce moment-là, en termes de revenus, de coûts et d'impact, en fait, que l'entreprise voulait avoir. Et on a défini une stratégie qui permettait alors de comprendre, en fait, ces clients-là, parce que c'était quand même des clients B2B, OK, mais qui avaient des problématiques assez particulières dans leur interaction avec le département commercial particulièrement. Okay. Et donc, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez importants, en fait. On va dire ça comme ça. Assez importants, ou donc leur avis comptait pas tant que ça, et ils avaient beaucoup moins de… l'entreprise ne leur donnait pas l'importance qu'ils méritaient d'avoir par rapport à ce qu'ils avaient comme impact sur l'entreprise. Donc, on a fait des focus group
pour écouter, en fait, c'était quoi leurs besoins. Puis on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus une question de perception. Donc, c'était pas qu'ils n'étaient pas importants, parce qu'ils se sentaient pas importants. Ils voyaient pas dans la manière dont l'entreprise les traitait qu'ils avaient cet impact-là. Et on avait beaucoup qui commençaient à s'en aller parce que justement, au niveau de la concurrence, ben, ils leur montraient cet impact important qu'ils pouvaient avoir. OK, donc on a retravaillé une stratégie pour qu'ils puissent voir avec on a commencé à leur envoyer de la documentaire beaucoup plus précise pour eux. OK, on a commencé à avoir des sessions, la manière dont tout le processus même se faisait au niveau du commercial, en fait, pour les acquérir, pour les maintenir, pour rajouter des produits et tout ça, on a complètement revampé ça. Et on s'est rendu compte que ça avait un super impact sur l'entreprise parce que ceux qui étaient là depuis longtemps et puis qui avaient arrêté de faire des affaires supplémentaires avec l'entreprise ont recommencé à acheter. Donc, il y avait plus de, il y avait des upgrades, je ne sais pas comment je vais dire en français, là, des upgrades, hein, c'est ça, du franglais, voilà. Il y avait plus d'upgrades. Et ceux qui étaient sur le point, parce que lorsqu'on a fait les enquêtes, on a demandé ceux qui étaient sur le point de partir, ceux qui voulaient s'en aller parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. On a réussi à en retenir une bonne partie parce que justement, ils ont commencé à se dire, OK, bon, ce qu'on recherche là, on l'a. Et là, ça a été intéressant parce que on a pu démontrer au niveau du comité de direction, du comité exécutif, que c'était pas juste de faire des réclamations, de faire de l'expérience client, c'était pas juste ça là, de répondre aux questions du client de temps en temps, c'était vraiment d'aller chercher ce qui était impactant pour l'entreprise et d'avoir cet impact réel là sur les revenus de l'entreprise dans ce cas-ci. Et ça changeait vraiment la mentalité. Et puis donc du coup, la personne qui est en charge de l'expérience client maintenant a une voix très très forte au niveau du comité de direction et elle est capable de faire passer des messages et de créer en fait, parce que ce qu'elle voulait elle, c'était qu'on puisse créer une vraie culture centrée sur le client, pas juste un truc qui est à la mode, puis que le comité de direction s'implique en tant que tel dans cet effort pour que justement les collaborateurs puissent trouver que c'était important pour l'entreprise. On a réussi à le faire. C'est super intéressant de voir comment le temps que ça peut prendre et comment retourner une situation pour que ce soit bénéfique. Hein, pour une transformation, on le fait sur des domaines d'activité différents mais connexes, mais effectivement, c'est un long parcours. Mais tu as dit quelque chose, tu as parlé que les employés commençaient à quitter parce que d'autres organisations démontraient ou pouvaient leur parler plus d'expérience client qui était plus alignée. Est-ce que tu vois un parallèle entre l'expérience client et l'expérience employé? Alors, il y a une forte relation. Il y a une très, très forte relation entre l'expérience client et l'expérience employée. Alors, déjà, je vais le dire. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent que l'expérience employée égale une bonne expérience employée égale une bonne expérience client. Moi, je ne suis pas de cette école-là. Parce que je considère que je peux avoir une très bonne expérience client employée. Mes employés vont bien, ils ont tout ce qu'il faut, l'environnement est parfait, on les écoute, ils ont 2 jours semaine au bureau, en tout cas, l'environnement parfait. Ça ne fait pas systématiquement de eux des gens qui vont faire de l'expérience client. Si on est au front office, ça peut arriver de façon systématique parce que par définition, ils travaillent directement avec le client. Mais quand on est dans le back office, c'est pas systématique. Il faut ensuite rajouter cette culture centrée sur le client, cette capacité de penser le client en premier. Et ça, c'est l'entreprise qui doit l'apporter. Ça ne vient pas systématiquement avec l'expérience employée. L'expérience employée, c'est dire, on offre un environnement où nos employés ou nos collaborateurs se sentent bien, ils se sentent compris. C'est la même chose un peu comme l'expérience. On les écoute, on les entend, on tient compte de leurs besoins. Mais ça ne veut pas dire qu'automatiquement, parce que je tiens compte des besoins de mes employés, ils tiennent compte des besoins de mes clients. Il faut que moi, à l'interne, je mette des processus en place, que je mette un système, OK, qui fait que le client est central, qui fait que chaque collaborateur prend le client comme pièce maîtresse quand on doit prendre une nouvelle décision dans l'entreprise ou qu'on doit faire des changements. C'est là. Donc, moi, oui, expérience employée plus culture centrée sur le client donne expérience client. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise peut être hyper bonne avec l'expérience employée parce qu'ils ont bien maîtrisé, compris qu'est-ce que les employés voulaient, comment ils voulaient se développer, comment les garder à l'interne, les retenir, les garder engagés. Mais s'ils n'ont pas fait les démarches pour comprendre qu'est-ce que leur clientèle recherche, ils peuvent offrir une super belle expérience client, mais ils peuvent offrir une super belle expérience employée, mais sans connaître qu'est-ce que la clientèle recherche, on ne peut pas offrir l'expérience client aussi. Donc, mais je suis d'accord avec toi qu'un va mener à l'autre, mais un n'est pas garant de l'autre. Exactement. Il y a une petite patte au milieu qu'il faut placer pour tout lier. Ouais.
Oui, pour tout lier, tout à fait. Moi, avec ce qu'on vient de discuter, je vois plein de parallèles avec l'excellence opérationnelle. Je sais qu'on en a déjà parlé, toi et moi aussi, dans le passé, mais j'aimerais ça t'entendre. Quels sont les liens ou qu'est-ce que tu vois entre l'expérience client et l'excellence opérationnelle qui font en sorte que ça fait partie de la même famille, là, que ça travaille ensemble dans la même direction? Alors, comme tu le dis si bien, en fait, ça fait partie de la même famille parce que l'expérience opérationnelle, c'est d'abord de créer un environnement où les processus sont optimisés pour l'efficacité, la qualité et puis la flexibilité de l'entreprise. Okay, et ça, par définition, si on rajoute un peu de culture centrée sur le client, un peu d'expérience client, ben, c'est un boom pour l'entreprise parce que, disons par exemple qu'on optimise les processus à l'interne. Okay. Si on optimise les processus à l'interne, ça va réduire les inefficacités. Okay. Ça va rendre le service peut-être un peu plus rapide. Et ça va forcément avoir un impact sur le client si on rajoute un peu d'expérience client là-dedans. Okay. Donc, si on a moins d'erreurs, si on a des délais plus rapides alors que nos clients veulent des délais plus rapides, ben, tout de suite, on impacte la satisfaction de notre clientèle, par exemple. Okay. De faire de l'excellence opérationnelle, ça va permettre d'avoir une certaine cohérence et une certaine consistance dans la manière de travailler. Okay. Cette consistance et cette cohérence-là, ce que ça va ramener au client, c'est la confiance, parce que le service est égal. Okay. Ça peut être un autre moyen aussi d'essayer de faire le lien entre les deux. Donc, la satisfaction du client, la constance dans le type de service qu'il reçoit, on le voit aussi là. Généralement, quand on va faire de l'excellence opérationnelle, on va apprendre à s'adapter, à être agile, en fait, si on veut. Okay. Disons qu'on apprend à être agile et en plus, on écoute les clients. Donc, on peut, de façon très rapide, de façon facile, adapter l'entreprise aux besoins du client. Encore un autre moyen de faire des heureux au niveau de notre clientèle. Écoute, il y en a tellement des exemples là. L'expérience opérationnelle, ça permet au niveau des coûts, par exemple, ça permet quand même de réduire les coûts. Okay, on s'entend que l'idée, c'est d'être efficient. Okay. Cette efficience-là, on peut la ramener au niveau de notre clientèle, par exemple, parce que si on réduit les coûts à l'interne, ça peut avoir un impact sur notre clientèle. Donc, je considère que il y a quasiment, les deux vont quasiment de pair. Okay, parce que même l'engagement des employés qu'on met en place quand on fait de l'excellence opérationnelle, cet engagement-là peut se refléter auprès de notre clientèle si on rajoute de l'expérience client. Donc, pour moi, c'est un mariage parfait. En fait, je veux dire, même moi, quand je fais de l'expérience client, je peux pas le faire s'il n'y a pas d'excellence opérationnelle. Pour moi, ça va vraiment de perdre. Dans ce cas-là, je dirais expérience opérationnelle égale expérience client, quasiment, avec quelques petites nuances, mais quasiment, parce que pour faire une bonne expérience client, il faut quand même avoir une bonne excellence opérationnelle à l'interne. Mais tu vois, moi, ce que je vois quelques similitudes, mais quelques différences aussi. Un peu comme on a dit tantôt que l'expérience employée peut mener vers l'expérience client, mais c'est pas garant un de l'autre. Je pense que c'est aussi vrai entre l'expérience client et l'excellence opérationnelle. Dans ma vision de l'excellence opérationnelle, le client en fait partie. En fait, de la manière que moi, j'ai été formée en amélioration continue, on parle toujours de la voix du client. Fait que n'importe quel projet qu'on travaille, même si c'est pour améliorer la productivité de l'organisation, c'est toujours améliorer la productivité sans avoir un impact négatif sur la clientèle. Donc, pour moi, la voix du client a toujours fait partie d'une équation d'amélioration continue ou même d'excellence opérationnelle. Je pense que maintenant, la réflexion, pour moi, du moins, elle est en train de changer, c'est que ma vision de l'excellence opérationnelle n'est plus la même qu'il y a 2 ou 3 ans, dans le sens qu'on ne vise plus maintenant l'excellence opérationnelle que pour l'efficacité, l'efficience ou la productivité. Au contraire, on vise l'excellence opérationnelle pour être centré sur l'humain, pour s'assurer de considérer tout notre impact dans notre écosystème, donc l'impact environnemental, socio-économique et de gouvernance. On veut aussi travailler de manière à augmenter notre flexibilité, notre agilité et notre résilience. Chose que dans le passé, en amélioration continue, on travaillait productivité, efficacité, efficience. On ne travaillait pas l'agilité, on ne parlait pas de flexibilité autant. Aujourd'hui, je pense que c'est un impondérable. Où ça connecte, je pense très bien avec l'expérience client, mais où que selon moi, un n'est pas garant de l'autre, c'est que on peut, à même l'expérience client, considérer nos clients
disons non, je vais refaire ma phrase. Dans l'amélioration continue, on peut s'assurer d'avoir la voix du client, mais traditionnellement, on n'a pas utilisé des méthodes ou des outils pour aller chercher exactement le besoin du client concrètement de la manière que toi tu en parles ou avec les outils comme le parcours client ou le service blueprint. Traditionnellement, c'était plus avec un sondage de qualité ou un sondage de satisfaction. On avait des éléments, ça nous disait à peu près qu'est-ce que les gens voulaient. Donc, on travaillait un peu avec ça, du moins dans les environnements où moi j'ai travaillé. Maintenant, où je pense qu'il y a un changement à opérer pour inclure l'expérience client, c'est de ne pas juste travailler l'optimisation, l'excellence opérationnelle pour l'interne, mais c'est de travailler l'excellence opérationnelle de manière à ce que le client soit de plus en plus considéré et que l'employé et le client soient au centre des décisions qui sont prises dans les organisations. Toi, tu parlais tantôt qu'un amenait vers l'autre. Moi, je pense qu'il peut encore avoir une différence, mais qu'il y a un avantage à travailler de pair. Si tu parles de l'excellence opérationnelle 2.0 dont tu parles présentement, donc qui est celle, bon, je l'appelle 2.0 dans le sens où c'est pas l'ancienne, mais 5.0 si tu veux. Celle-là est de façon systématique, elle met le client, l'humain au centre, ok? Ouais. Et donc celle-là systématiquement, elle met le client au centre, comme elle met le collaborateur au centre, comme elle met le fournisseur au centre, comme elle met l'investisseur au centre. Et donc celle-là, effectivement, elle est beaucoup plus proche en fait de la capacité de faire de l'expérience client de façon beaucoup plus facile. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres parallèles que tu vois ou d'autres divergences que tu vois entre les deux? Bon, moi, je vois beaucoup plus de parallèles que de divergences, je dirais ça. Mais en fait, oui, dans la mesure où c'est plus facile pour moi de voir des parallèles parce que quand je fais moi d'expérience client, j'essaie d'amener l'entreprise vers cette excellence opérationnelle-là. De façon, pour moi, c'est systématique parce que je considère que c'est beaucoup plus facile pour les collaborateurs, pour l'entreprise, pour le client de le faire ensemble, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment plus, pour moi, c'est complémentaire, en fait, dans ma manière de le traiter, en fait, de traiter l'expérience client. Oui, tout à fait. Lynn nous pose 2 bonnes questions. Comment mesure-t-on la performance de l'expérience client? OK. Alors, les KPI les plus connus, OK, qui ne sont pas forcément ceux qu'on doit de façon systématiquement toujours utiliser, on a le NPS, donc qui mesure la capacité de votre clientèle à vous recommander. Le Net Promoter Score. Net Promoter Score. La fameuse question sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que vous nous recommanderiez à vos amis, familles, collègues? Alors, il y a un petit bémol avec le NPS, en tout cas, de mon point de vue, c'est qu'il faut savoir le faire pour pouvoir avoir un résultat sur lequel on peut compter. On voit beaucoup d'entreprises qui vont inciter le client, par exemple, avec des méthodes différentes, à leur donner des 10 ou des 9 parce que ce sont les plus importants. Ça biaise le résultat. OK? Donc, si on veut un NPS qui est pertinent, il faut que ce soit un NPS, on pose la question, puis qu'on le pose de façon neutre, puis qu'on laisse le client répondre comme il veut, sans lui donner des indications sur comment il devrait répondre, ou sans lui donner des incitatifs pour qu'il puisse répondre de la manière dont on veut. OK? On a le CSAT, qui est le Customer Satisfaction Rate, qui permet de savoir jusqu'à quel point le client est satisfait d'un produit ou d'un service ou d'une visite ou d'une interaction. Donc, ça peut être vraiment isolé, en fait, sur des points d'interaction bien particuliers. On a le Customer Experience Score, c'est le CES, qui permet de savoir jusqu'à quel point c'est facile pour le client d'interagir avec nous. On va souvent l'utiliser sur tout ce qui est digital, là, mais on peut aussi l'utiliser dans l'interaction avec le client. Jusqu'à quel point c'est facile, par exemple, d'ouvrir un compte bancaire dans votre banque. Je parle beaucoup des banques parce que la plupart de mes clients actuellement sont des banques. Jusqu'à quel point c'est facile pour lui d'interagir, pour avoir accès à un représentant, etc. Donc, ce sont des indicateurs clés les plus connus, en fait, standards, si on veut, dans l'industrie en termes de mesure d'expérience client. Par contre, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il faut aller au-delà du standard. OK? Ayez des unités qui sont propres à votre clientèle. Il y a peut-être des trucs que vous avez besoin de mesurer qui sont propres à votre entreprise, qui ne sont pas forcément dans le standard, mais mesurez-les. Par rapport aux attentes de votre clientèle, par rapport aux actions que vous mettez en place. Donc, vos mesures ne doivent pas seulement être ces 3 principales, CSAT, CES et NPS. Ayez des mesures sur mesure. Je veux dire ça comme ça. Ayez des mesures sur mesure
pour permettre de voir votre évolution par rapport à votre clientèle, votre capacité à satisfaire son besoin, la progression des actions que vous mettez en place à l'interne. En fait, les meilleurs indicateurs vont nous montrer que notre stratégie qu'on est en train de déployer et mettre en place, qu'elle s'en va dans la bonne direction. Bonne direction, exactement. Il y a des stratégies spécifiques dans l'organisation en lien avec l'expérience client. Donc, ça, ce sont les éléments que l'on veut mesurer. Exactement, oui. Je trouvais ça drôle quand tu parlais du NPS parce que j'ai un cas qui m'est revenu en tête où j'allais porter mon véhicule pour faire des ajustements, là, des réparations sur mon véhicule. Puis à chaque fois que je repartais du concessionnaire, on me disait, vous allez recevoir un sondage de satisfaction. N'oubliez pas de nous donner un 10. Mais oui, mais en fait, étant donné que je connaissais le sondage, je connaissais le principe, plus il me disait, n'oubliez pas de me donner un 10, soit que je ne répondais pas du tout ou je donnais un score de détracteur parce qu'on m'a demandé de donner un 10. Mais par contre, comme toi, je n'ai jamais eu de retour sur les scores. Ça, c'est aussi un problème qui est, parce que tu vas voir que probablement à l'interne, je veux dire, ce département support technique probablement est impacté très, très, très fort par le résultat. OK? Oui. L'idée, c'est pas, je veux dire, faut pas faire du NPS un moyen de punition dans l'entreprise. Tu sais, il faut que ce soit quelque chose il faudrait que le département du support technique ait envie de savoir réellement ce que les clients pensent et non pas qu'ils se disent, mon Dieu, si j'ai pas un 10, ça va être terrible, ça va être la mort à l'interne, je vais mourir. Okay? Il faudrait que ce soit quelque chose qui puisse récolter et puis que ça puisse servir parce que à la fin de la journée, ils vont le récolter, votre NPS à l'interne, là. Mais il ne vous sert à rien. Parce que soit le client ne donne pas vraiment la note qu'il faut, soit il va donner la note que le gars qui est son ami et puis qui est gentil avec lui, qui va déposer sa voiture, lui demande de donner. Donc, à la fin de la journée, ça ne sert à rien à l'entreprise. Non, mais en fait, c'est le comment on utilise la donnée qu'on va récolter. Est-ce qu'on l'utilise comme organisation? Est-ce qu'on l'utilise de manière à pouvoir s'améliorer, à pouvoir inciter les gens à s'améliorer puis à faire mieux? Ou est-ce qu'on l'utilise pour féliciter ou punir des comportements ou des choses? Si c'est punitif, l'indicateur, il ne sert à rien. Si on l'utilise, par contre, pour bâtir un esprit d'équipe, pour bâtir une cohésion de réflexion et de volonté pour aller dans une direction commune, là, oui, l'indicateur va être hyper génial. Mais si on s'en sert que pour dire aux gens, ben, tu fais pas la bonne job, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement. Mais plus loin que ça aussi, Julie, si on reste avec les indicateurs, parce que je trouve que c'est quand même une question très importante ici, tu parlais du NPS. Moi, dans mon expérience, où un des endroits où j'ai travaillé avant d'être consultante à mon compte, c'est qu'on avait 2 NPS. On avait un NPS qui était de l'expérience client pour une période de l'année. Donc, on demandait aux clients dans la dernière année comment nous avons été avec vous et il y avait la fameuse question du NPS. Mais on avait aussi des plus petits sondages qui posaient quand même la question du NPS, jusqu'à quel point vous nous recommanderiez, mais qui étaient plus basés sur des transactions spécifiques. Donc, on avait un sondage qui nous permettait de voir à la transaction comment on avait performé, qu'est-ce qu'on avait bien fait, qu'est-ce qui s'était bien passé, qu'est-ce qui n'avait pas bien été, qu'est-ce qu'on devait améliorer. Mais ensuite, on avait un sondage qui était plus, dans un sens plus large, de la relation d'affaires entre les deux parties. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois ou que tu proposes ou que tu recommandes aux entreprises? Alors, c'est ce qui devrait être, qui en est 2. Le transactionnel et le NPS qu'on fait de façon générale, qui vient dans le gros sondage qu'on envoie à notre client 1 ou 2 fois par année. Par contre, ce qu'on voit dans la réalité, c'est que les entreprises vont se baser sur souvent le NPS transactionnel pour définir leur NPS. Okay. Alors que le NPS transactionnel, c'est vraiment transactionnel. Je veux dire, aujourd'hui, je peux considérer que oui, c'était super bien, je vais vous recommander. Demain, je vais dans un autre pour un autre type d'interaction. Et puis, à ce moment-là, ça peut être un non. Donc, ça ne devrait pas être ce qui définit le NPS global de l'entreprise. Et un autre couac aussi que je vois avec le NPS transactionnel, c'est que souvent, dans les entreprises, on va utiliser le NPS transactionnel pour évaluer le collaborateur qui était en relation avec le client pendant la transaction. Mais ce n'est pas toujours le collaborateur que le client évalue dans son NPS transactionnel. Donc, encore une fois, c'est la manière, en fait. Donc, est-ce que c'est pertinent dans le cadre de notre entreprise X d'utiliser un NPS transactionnel ou d'utiliser juste un CSAT? Donc,
tout le monde va dans le NPS transactionnel, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec? Alors, c'est ça la première question qu'il faut se poser avant de définir notre sondage, avant de déterminer quel type de sondage on veut faire et tout ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce sondage-là? Une fois qu'on l'a lancé, c'est quoi qu'on veut avoir? Et puis une fois qu'on a les informations qu'on a, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Ça nous permet de savoir exactement c'est quoi les questions qu'il faut poser aux clients quand ils vont recevoir les sondages. Oui, tout à fait. Il faut faire quelque chose avec. Là, je le dis, il faut faire quelque chose avec, sinon c'est pas la peine de faire des sondages. Ben, les clients vont arrêter de les remplir, s'ils voient aucun impact qui en ressort. Mais aussi, c'est important de comprendre, puis je pense que tu l'as bien dit, mais quand on remplit, nous, comme clients, on remplit un sondage, on évalue, à moins que la question soit spécifique, comment la personne qui a répondu à votre appel a performé. Donc là, c'est vraiment cette personne-là. Mais on évalue rarement que la personne qui nous a parlé. On va évaluer l'écosystème au complet. Donc, effectivement, ça revient à l'utilisation punitive ou comment on peut s'améliorer, comment on utilise la donnée qui en ressort. Et un sondage mal utilisé ou utilisé comme punitif, ben ce que ça fait, c'est que ça réduit l'engagement des collaborateurs aussi. Hein. Je veux dire, ça a cet effet-là. Donc, ça a un impact, ça a beaucoup d'impact, plus que les entreprises, je pense, ne le pensent. Oui, tout à fait. Tout à fait. Julie, la question peut-être à 1000 $ ici. Comment on intègre l'expérience client dans la culture d'une organisation? Ah, OK. Alors, qui parle de culture, on s'entend, ça implique le leadership, ça implique la direction. La première chose que je dis à tout le monde, si vous voulez intégrer l'expérience client en tant que culture, il faut qu'il y ait un engagement de votre direction, de votre comité exécutif. Il faut qu'ils comprennent déjà ce que c'est. Il faut que ça les intéresse, puis qu'ils définissent c'est quoi leur vision de l'expérience client. Nous, en tant qu'entreprise X, l'expérience qu'on veut offrir à notre clientèle, c'est celle-ci. Donc, il faut qu'ils la définissent réellement la vision. Puis ensuite, à partir de ça, on peut définir la mission et puis comment on va faire la stratégie autour. Une fois qu'ils ont défini ça, il faut qu'ils la portent, la mission. C'est pas juste de dire, dorénavant, on a une culture centrée dans l'entreprise, centrée sur le client, puis allez, merci, au revoir. Il faut qu'ils la portent. Ce que ça veut dire, c'est que pendant les rencontres, dans la manière de prendre leurs décisions, il faut que ça se reflète. Une culture, ça se transmet. Si les collaborateurs ne voient pas dans vos comportements, dans les actions de l'entreprise, dans les KPI que vous utilisez, dans la manière de mesurer tout ça, que vous êtes en train de faire de la culture centrée sur le client, mais quelle raison ils auront, eux, d'adopter cette culture-là? Ils n'ont aucune raison de le faire. Donc, déjà, ça part d'un engagement de la direction qu'ils l'adoptent. Ensuite de ça, il faut pouvoir le communiquer. Une fois qu'on a défini ce que c'est, notre vision centrée sur le client, il faut le communiquer à l'interne. Et ça, c'est là où je parle de cet engagement aussi qui fait qu'au niveau de la direction, ben, ils en parlent tout le temps. Quand ils font des rencontres d'équipe, par exemple, je dis tout le temps aux gens, quand vous faites des rencontres avec vos collaborateurs de vos départements, à un moment ou à un autre, parlez de ça. Ou quand vous définissez une nouvelle stratégie ou vous mettez en place un nouveau processus, qui fasse le lien avec l'expérience client. Il faut que vous le fassiez, ce lien-là, pour que eux autres, ils se rendent compte que c'est quelque chose qui devient systématique. Un système, il se crée parce qu'on crée une nouvelle habitude. On met de nouvelles manières de faire en place. Puis après, à un moment donné, ça devient ça, la nouvelle habitude. Donc, il faut qu'au niveau de la direction, ils se l'approprient puis qu'ils en parlent tout le temps. Les collaborateurs vous envoient de nouveaux projets. Ben, dans les questions que vous posez pour évaluer le projet, il faudrait qu'il y ait cette question-là. C'est quoi l'impact sur le client? Tiens, si vous dites que vous êtes culture centrée sur le client, ça devrait être systématique pour vous de poser ce genre de questions-là. Alors, ensuite de ça, il faut pouvoir former les gens à ce que c'est que l'expérience client. Parce que, comme je dis, surtout dans les zones francophones, c'est quand même un talon d'Achille, les gens n'ont pas vraiment la notion de ce que c'est. Il faut former les gens à ce que c'est, puis il faut former les gens aussi à comprendre à leur impact, à leur niveau individuel, à leur niveau, au niveau de leur département, comment est-ce qu'ils peuvent impacter l'expérience client. Quelles sont les actions qu'ils peuvent mettre en place pour que ça puisse avoir un effet sur l'expérience de la clientèle. De base, comme ça, là, ce sont des éléments de base. Faire de l'écoute et de la rétroaction de notre clientèle un système, un mécanisme automatique, okay? Avec rétroaction. Parce que c'est bien beau de dire on met en place des sondages, mais après, il faut retourner vers le client. Il faut qu'il sache que ce qu'il dit est important pour vous et puis que vous en tenez compte dans ce que vous faites dans l'entreprise. Il faut que ce soit important pour vos collaborateurs qui sachent, vous avez récolté telle information, on a récolté telle information des clients, voici ce qu'ils nous ont dit, voici ce qu'on va mettre en place, on va faire des workshops pour travailler tel. Il faut que ce soit important pour l'entreprise.
Il faut que ça se reflète. On va voir aussi des entreprises qui vont parler de culture centrée sur le client, mais qui vont avoir des unités de mesure qui sont à l'opposé. Je veux dire, si moi, je suis par exemple un représentant, et puis mes KPI pour m'évaluer à l'interne ne vont pas du tout dans la direction de l'expérience client, je suis désolée, je ne le ferai pas votre expérience client. Parce qu'à la fin de l'année, quand vous allez m'interviewer pour me dire si j'ai atteint mes résultats ou pas, vous ne me parlerez pas d'expérience client. Donc, non, mais d'où l'importance d'aligner nos objectifs dans l'organisation complète. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, en fait, c'est à peu près la même chose qu'il faut faire quand on installe tout type de culture dans une entreprise, mais il faut le faire en prenant en compte l'expérience client. Voilà. Tout à fait. Bien, Julie, merci. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Fait que normalement, je fais 3 points, mais là, je ne suis pas sûre que je vais m'en tenir à 3. En premier, j'aime comment tu l'as défini. Donc, l'expérience client, ce n'est pas le service à la clientèle, c'est la somme de toutes les interactions. Et c'est une discipline que l'on met en place dans l'organisation. Donc, c'est vraiment toutes les interactions, directes ou indirectes, avec la clientèle qui bâtissent une expérience client. Une partie du rôle de l'expérience client, c'est d'anticiper les enjeux pour répondre proactivement aux besoins des clients de manière à ce que le client se sente appuyé, mais qu'il sente qu'il est aussi autonome, je pense, dans cette relation-là et qu'il peut se promener dans le parcours le plus aisément possible et que c'est facile de faire affaire avec nous. J'ai aussi retenu que tu as dit, oui, la technologie peut aider, mais en premier, le premier endroit, et là je l'extrapole, tu me diras si je me trompe ou pas, mais le premier endroit où investir quand on veut développer notre expérience client, c'est dans la compréhension de la clientèle et de ses besoins et non pas dans la technologie. Totalement. Parfait. Et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit l'expérience client, c'est stratégique et transversal. Donc, ce n'est pas la responsabilité d'une équipe, c'est la responsabilité de tous dans l'organisation, au même titre que la santé et sécurité, au même titre que la qualité et au même titre que l'excellence opérationnelle. C'est la responsabilité de tous. Ça émane effectivement de l'équipe de gestion et ça doit faire partie de tous les indicateurs ou de tout ce qu'on bâtit dans l'organisation avec cette vision d'excellence opérationnelle, d'expérience client, pour que les deux travaillent ensemble et qu'on puisse offrir une expérience bénéfique tant aux clients qu'à nos employés dans un environnement d'excellence opérationnelle. Est-ce que j'ai des éléments que j'ai oubliés? Je ne peux pas dire mieux, non. Tu as très bien réussi. Ouais. Parfait. Mais Julie, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Avant de conclure l'épisode, j'ai quelques petites annonces à faire, donc on garde ça pour la toute fin. Je suis très contente de vous dire que dès la semaine prochaine, on va commencer à mettre les épisodes de podcast que vous écoutez déjà sur LinkedIn sur notre chaîne YouTube. Donc, je vais partager le lien sur le chat tantôt. Dès la semaine prochaine, on va commencer à partager les épisodes sur YouTube, donc vous pourrez les écouter selon vos disponibilités. Merci, Lynn, d'être là. On n'a pas d'épisode de prévu pour le mois d'août. On prend un petit congé. On va aller se reposer et refaire le plein. Donc, je vous souhaite à tous un très bel été. Et je voudrais aussi vous demander si vous avez des idées ou des sujets que vous voudriez qu'on approche dans notre podcast. On est en train de préparer la saison pour le mois de septembre. En fait, les épisodes pour le mois de septembre à juillet de l'année prochaine. Donc, si vous avez des sujets que vous dites c'est en lien avec ce qu'on discute, vous voudrez en apprendre davantage, partagez-les-moi pour que je puisse aller chercher les partenaires qui pourront venir en parler avec moi. Alors, sur ce, je vous remercie à tous. Merci encore, Julie. Je vous souhaite un excellent été et on se revoit au mois de septembre. Merci, Julie. Merci.